Bon, bah voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo, j'en ai fait une là sur TikTok, concernant le TDAH. Alors, qu'est-ce que le TDAH? Trouble du comportement, donc trouble TDAH, trouble de l'attention et de la concentration avec ou sans hyperactivité. En ce moment, on entend beaucoup de dire sur le sujet que le TDAH, c'est une excuse, c'est un trouble neurodéveloppement, machin bidule, que c'est un problème d'apprentissage, que c'est lié que dans le domaine des parents ou l'éducation nationale, machin bidule. On entend tous les ragots et tous les dires qu'il y a sur le phénomène de société. Je tiens à préciser que pour ma part, j'ai rencontré en fait ce problème-là quand je me suis retrouvé au centre de formation de Mulhouse, donc en centre de réadaptation pour personnes en situation de handicap. Avant tout pour mes pathologies externes, donc ce qui veut dire que l'usure professionnelle m'a donné une contrainte d'arrêter ma profession et je me suis retrouvé avec des conditions, on va dire, avec des restrictions de port de charge de 10 kilos, pas pouvoir être debout plus d'une heure, pas pouvoir être assis trop longtemps à cause des problèmes de circulation du sang, etc. etc. On va pas étaler toutes mes pathologies. Maintenant, il s'est s'avéré que pendant la formation dans laquelle j'étais, donc en technicien bureau d'études dessin de projet bâtiment, j'étais quelqu'un qui était trop curieux. Donc ce qui veut dire que j'ai répondu, on va dire, impulsivement à toutes les questions, alors qu'il ne m'était pas demandé, que j'avais réponse quasiment à tout et que je savais beaucoup trop de choses. Et que des fois, en voulant dire les choses trop rapidement, il s'avérait que je disais les choses à l'envers. Alors, moi, je comprenais ce que je voulais mettre en avant, mais sur les 8 autres personnes de la formation, pas de bol, ça passait pas tout le temps. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle une formation pour adultes. Et une formation pour adultes, le souci, c'est que dès qu'il y a des distanciations qui se créent dans un groupe, bah, il y a ceux qu'on va mettre au fond de la classe, ceux qu'on va mettre devant, et ceux qu'on va essayer de tout pourrir parce qu'on les aime pas. Voilà. Une formation, c'est comme ça, c'est comme dans une classe de cours, et il n'y a pas besoin d'être en formation pour adultes pour comprendre qu'il y a cette différence-là. Cette différence, elle se fait déjà au primaire, donc au CP. Maintenant, comment expliquer ce trouble? Ce trouble, il peut être, comment dire, déclenché par un phénomène traumatisant, c'est-à-dire une agression, un accident de la voie publique, ou des événements type harcèlement scolaire, agression à l'école ou autre chose, donc un traumatisme. Mais pas que. Il faut savoir que le trouble du comportement, le TDAH, peut se développer génétiquement. Ce qui veut dire qu'on peut reproduire en fait des phénomènes qui sont dans la chaîne génétique qui nous correspondent. Alors vous allez me dire, ah mais bon, si toi tu l'es, tes frères le sont. Probablement, vu que c'est un facteur génétique à 78 voire 79%. C'est l'étude qui a été faite et ça a été prouvé. Donc un des deux parents peut transmettre à son enfant le trouble du développement, donc un trouble neuro. Maintenant, attention, trouble neurodéveloppement ou trouble de l'apprentissage n'est pas une fatalité. Quand c'est pris à charge et très tôt, on peut, comment dire, compenser. Donc ça veut dire orthophoniste pour tous ceux qui sont atteints d'une dyslexie, d'une dysorthographie, psychiatre pour un traitement ou pour un atelier de groupe ou travailler en groupe pour le comportement, et sinon psychologue pour parler des événements, pour comprendre et aider la personne à savoir qui elle est au fond d'elle. Souvent, on a tendance à dire qu'un enfant qui est perturbateur, qui va sortir dans la cour, qui va être instable dans une salle, est un enfant mal éduqué. Ce qui est faux. C'est un lien. C'est un trouble du développement. Donc, peut-être que cet enfant, en fait, a un comportement lié aux facteurs qui l'entourent. Mais comme je le dis, il y a un facteur génétique. Si les deux parents n'évoquent pas en fait ce facteur, on va aller chercher un peu plus loin, chez les grands-parents. Si chez les grands-parents, ce facteur-là, il est décelé, donc on part sur une chaîne héréditaire, non génétique. Il est possible que ça saute une génération, c'est comme tout. On peut avoir des jumeaux, s'il y a eu des jumeaux dans la famille, ah bah non, moi je savais pas qu'il y avait des jumeaux, et puis pouf, du jour au lendemain on fait des jumeaux. Alors qu'on n'avait pas connaissance que, bah, autour de la famille, il y avait des jumeaux. Mais si 200 ans en avant, dans vos propres gènes, dans la lignée familiale, il y a eu des jumeaux, bah un jour vous aurez peut-être des jumeaux. C'est exactement pareil. On peut parler de l'enfant qui est né noir alors que les parents sont blancs, bah, il suffisait que un peu plus loin, 300 ans en arrière ou un peu
dans les gènes, bah, qui est quelqu'un qui était métis ou autre chose, bah, 2 générations plus tard, bah, vous faites un enfant qui n'est pas de votre couleur. Alors ça ne veut pas dire que la madame elle est allée à gauche à droite, hein, parce que si vous faites un test de paternité qui est à 99,9% sûr, bah, vous êtes le père. Voilà. Mais pas de bol, vous êtes blanc, lui il sera métis. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Donc ce TDAH, il est exactement pareil. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut soit se déclarer lié à un traumatisme, une agression dans l'enfance, soit génétiquement. Voilà. Maintenant, le souci c'est qu'aujourd'hui on est en 2025 et on commence à le déceler chez les adultes. Moi pour ma part, il a été décelé il y a 2 ans et demi, quand j'étais à Mulhouse. Vous allez me dire, mais ouah, mais on t'a envoyé chez des médecins, tout machin, machin. Non, moi j'ai pris la liberté, et c'était mon choix, de me dire, écoute, ok, ma collègue qui était juste à côté, qui était TDAH reconnue déjà depuis plus de 5-10 ans maintenant, qui me dit, écoute, je suis sûr que tu es un hyperactif. Alors là, il y a eu plein de points d'interrogation au-dessus de ma tête. Ok, mais c'est quoi hyperactif? C'est parce que je faisais 35 heures de sport, parce que je bouge tout le temps, parce que je veux toujours tout faire, je veux toujours aller au tableau, parce que je savais faire 5-6 choses en même temps sur mon PC et puis machin bidule, ou parce que je m'énervais assez rapidement quand on me contrariait sur des sujets me concernant. Donc je vais pas vous mentir que les lunettes sont une des premières choses sur laquelle on s'est foutu de ma gueule. Ça a été mon harcèlement scolaire pendant des années. Ensuite, ce qui a été mon harcèlement scolaire, c'est aussi le gabarit que j'avais. J'étais grand, maigrichon, je faisais à peine 50 kilos. Je peux vous dire que quand on vous traite d'anorexie, de crève la faim, ouais, t'as toujours des fringues un peu pourries, t'es toujours dans ton coin, t'as un autisme, machin bidule, j'ai eu droit à toutes les insultes pas possibles sur le harcèlement à l'école. Voilà, donc cul de bouteille, The Bill à mouche, machin. Je peux vous jurer qu'aujourd'hui on parle d'harcèlement scolaire. J'ai 35 ans, bientôt 36. Donc l'harcèlement scolaire, il existe depuis des décennies. Hein, et il date pas d'hier. Voilà, c'est juste qu'on est en 2025 et ça n'a toujours pas progressé. Là-dessus, on n'a toujours rien fait et j'ai l'impression qu'on fait encore rien. Donc c'est pour ça que si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer qu'il y a plein de petits problèmes. Ça fait 35 ans et j'ai l'impression qu'on fait du surplace. Et dans tout. Dans tout. Dans tout. Donc maintenant, je reste très clair là-dessus. On est sur le TDAH, trouble du comportement. Maintenant, pourquoi je suis allé faire ces tests? D'une part, parce que je ne pouvais plus me supporter. Donc, ce qui veut dire que je ne comprenais pas pourquoi je me faisais des ennemis. Dans ma tête, je parlais d'ennemis. Je ne parlais pas de personnes qui ne m'aimaient pas. Je me disais pourquoi je me fais des ennemis. Pourquoi à chaque fois je suis sujet à être dans une conversation ou dans une situation qui dérape, comme si j'étais attiré par en fait ce danger. Pourquoi? Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, Flo, tu as 33 ans, il est grand temps de apprendre ce que c'est le TDAH. Je suis allé sur YouTube, je vais pas vous mentir, YouTube. YouTube a été très simple. TDAH, trouble neurodéveloppement. De l'attention, de la concentration, avec ou sans hyperactivité. Regroupement de tous les 10. Donc, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie. Ensuite, il y a le psoriasis. Ensuite, il y aura tout ce qui trouve de la bipolarité. Bien sûr, la tripolarité. Oh, c'est quoi la tripolarité? Bah, c'est quand on a un trouble de 3 humeurs. Bi, triple. On n'a pas besoin de faire la Sciences Po pour comprendre ça. Ensuite, tout ce qui est TOC. Ah, malheureusement, j'en ai beaucoup des TOC. Sur toutes mes vidéos, je me touche toujours la tête. Souvent, on me dit que c'est un manque de confiance. Non, c'est un TOC. Je me fais craquer souvent les doigts. Quand ça va pas, quand je me sens un peu anxieux. C'est un TOC. Je parle beaucoup. C'est de l'hyperactivité, mais c'est aussi un TOC. Je suis quelqu'un qui aime pas quand des fois les choses, les objets sont déplacés ou quelque chose me dérange devant l'écran. C'est pas de l'autisme. C'est un TOC. Mais qui fait partie du trait autistique. Donc, du TSA. Trouble sensoriel autistique. Ah, mystère et boule de gomme. C'est quoi? Bah, trouble sensoriel. Sensoriel, ça veut dire oreille, les yeux, les bouches, les sens. Donc, trouble du développement sensoriel. Donc tout ça, ça se retrouve dans le TDAH. Attention à savoir qu'avant, dans l'ALD-TDAH, donc pour ceux qui sont à la CPM, il y avait que écrit TDA, trouble de l'attention, ou trouble bipolarité, ou trouble du comportement. Celle-ci était reconnue par la CPM encore
jusqu'avant le 1er mai. Maintenant, ça a changé. Ils ont décidé de rajouter le TDAH. Alors ça, c'est la petite phrase qui me fait rire. Donc ça, c'est le petit bémol de la CPAM. C'est qu'ils mettent TDA. Et juste parce qu'ils se sont rendus compte que maintenant, le TDA, il est compris dans le TDAH, ils rajoutent le H. Donc avec ou sans hyperactivité. En sachant que le TDAH regroupe en fait toutes les autres pathologies. Donc les borderline, on va dire tous les troubles psychiques. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire aussi qu'une personne comme moi, en fait, se retrouve avec plein d'autres pathologies? Alors, un hyperactif, ou une personne qui a été victime d'harcèlement, d'agression physique, va créer en fait un échappatoire, une bulle. Voilà. Donc certains vont aller dans la drogue, certains vont aller dans la pornographie, certains vont aller dans tout ce qui est jeu, donc tout ce qui est geek, PC, gamer, à fond dans les jeux. D'autres vont aller se plonger dans la nourriture, ils vont devenir obèses, développer des maladies cardiovasculaires, du surpoids. Et ensuite, il y a ceux qui vont aller chercher une activité physique à outrance. Donc ce qui veut dire tout ce qui est activité sport de combat, Krav Maga, boxe, haltérophilie, tout ce qui procure en fait de la dopamine. Chaque personne est différente. Donc il faut savoir qu'il y a des symptômes. Les symptômes sont la personne ne tient pas en place, est impulsif et agressif, peut gérer en fait certaines émotions, mais ne les contrôle pas. Donc ça, c'est un facteur aussi, et c'est un signe qu'on peut déceler chez des enfants. Maintenant, chez moi, ça n'a jamais été décelé. Je suis passé un peu entre les, on va dire, entre les vagues. Voilà. De temps en temps, Florian était bien, de temps en temps, Florian était attentionné, élève fou. Alors ça, j'ai des bulletins, je me dis, c'est écrit. Je l'ai montré à mon petit et à mon psychiatre. Quand ils ont vu mes bulletins, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, depuis la 6e, il y a écrit que vous êtes quelqu'un qui est impulsif, qui est très sérieux, par contre, qui est très bon, hein, niveau études. J'ai toujours été quelqu'un qui était investi, très curieux, motivé, ne sait pas tenir ne sait pas tenir sa posture, donc ça veut dire que toujours kinesthésique, donc toujours avec les doigts, toujours en train de bouger, la jambe qui tremble, le gars a toujours envie de partir en fait. Et souvent, il y a écrit dans les remarques de mes bulletins que je suis une personne qui demande à faire toujours de l'activité physique. Donc, déjà en 6e, je demandais à faire les ateliers, parce que, bon, j'étais en SECPA, hein, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas me mentir. Et c'est pas parce qu'on était en SECPA qu'on est forcément TDAH et qu'on a des troubles. Hein. La SECPA, c'est juste que certaines personnes sont obligées de passer par là pour essayer de se réorienter vers quelque chose. C'est qu'il y a eu un problème. Parce que quand j'entends les gens dire SECPA, c'est des neuneux, faut savoir que sur 80% des grandes entreprises qui est actuellement en France, les grands patrons, des grands patrons, des très grands patrons, qui ont des milliards d'euros, étaient en SECPA. Donc je vous laisse chercher sur internet. Vous allez être très surpris. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que au jour d'aujourd'hui, encore dans l'enseignement, on met en place des psychologues d'orientation. Ok, pourquoi? Pour nous orienter vers une profession. Donc de base, dans l'enseignement public, donc je parle bien l'enseignement public, pas l'enseignement privé, vous allez voir qu'il y a une grande différence, on ne forme pas les professeurs à reconnaître une personne qui est en difficulté. Pour ça, on fait venir une inspection de l'éducation nationale qui vient de temps en temps vérifier si l'instit ou le prof ou le monsieur en question fait son travail correctement. Or, on ne regarde que le comportement du professeur et que comment il fait, mais pas ce qui est concret sur l'action présente au niveau des 3 mois du trimestre en cours. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'on passe à côté d'un enfant qui a un trouble du développement. Trouble du développement peut être un retard sur l'écriture, sur la lecture, sur les maths, ou tout simplement un enfant qui est distrait. Ça veut dire qu'il est présent, qu'il va faire des choses, mais qu'il va pas au bout des choses. Cet enfant-là ne veut pas dire qu'il est nul, qu'on doit l'isoler, et qu'il est apparenté. Non, non, il y a un trouble. Et moi, je lance aussi ce petit message pour ceux qui vont regarder ma petite vidéo là sur YouTube, que en fait, faut pas oublier qu'avant d'être enseignant, il y a certains qui deviennent parents. Je lance le lien. Il va falloir qu'on apprenne à reconnaître ce que c'est un enfant qui a un trouble du développement et un enfant qui a un trouble du comportement.
et un autre enfant qui a une mauvaise éducation ou autre chose. C'est pas pareil. On est dans 3 choses différentes. Mais aujourd'hui, on ne veut pas ouvrir les yeux et enlever les œillères, ici au niveau de l'éducation nationale, pour reconnaître qu'il y a un problème. Donc du coup, on va se dire, il n'y a rien. On va dire aux parents, non, il est juste un peu en retard là-dessus, il faut aller voir un orthophoniste. Bah écoutez, je vais peut-être le faire redoubler 1 an, et il va mieux gérer après. Pas de bol, au bout d'1 an, même enfant, même individu, eh ben, il va de nouveau redoubler. Et là, les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acharner sur le gamin et lui dire, écoute, on te paye une orthophoniste, on fait tes devoirs, on t'aide, on essaie de te faire comprendre des choses, tu veux pas. Non, l'enfant, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il comprend pas en fait. L'enfant, lui, dans sa tête, on peut lui dire 36 choses, on peut lui faire écrire des mots, des lettres, et moi j'en ai écrit des punitions, je peux vous le dire, hein. J'en ai fait de l'écriture. Et bah ça n'a jamais changé le problème. Ah, je savais faire de la conjugaison, je savais mettre une majuscule et un point. Et quand il fallait faire une dictée, ben, je mettais pas la majuscule, je mettais pas le point et je me plantais. Des fois j'écrivais même trop vite, j'inversais les lettres. Ah, les parents n'ont pas été assez derrière sur mon dos? Non, moi je pense que mes parents ils étaient là. Ouais, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà, je peux vous dire que pour avoir fait mes devoirs avec eux, ils ont essayé de faire ce qu'il y avait à faire. Sauf que, bah, le problème n'est pas d'eux. Le problème venait de moi. Il venait de là-dedans. Maintenant, quand tu es à 33 ans et tu te rends compte que tu as 3 CAP, que tu valides ton bac, donc ton bac pro, ton titre professionnel de technicien bureau d'études dessin de projet, que tu étais en BP GEPSAS G2F, que tu as eu ton diplôme d'assistant fédéral pour le karaté, ta ceinture noire, ainsi que ton diplôme d'animateur fédéral, tu te rends compte que tu as fait des certifications, le TOSA pour Excel, le TOSA pour Word, que tu arrives à avoir des diplômes, mais en fait, tu n'es pas stable dans ton métier. Ce qui veut dire que j'ai toujours fait de l'intérimaire et qu'à chaque fois que je faisais 3-4 mois, ça me saoulait en fait. Je voulais faire autre chose. Donc j'ai fait à peu près 65 à 70 métiers différents. Ça fait pas de moi un ingénieur, ça fait pas de moi un surdoué, rien du tout. Je le dis clairement. J'ai des connaissances, je sais faire des choses, mais je suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste que je me suis toujours intéressé à ce que les autres font. Quand j'allais sur un chantier, bah, j'étais électricien, mais si le plaquiste qui était à côté il faisait quelque chose que je savais pas faire, bah, je lui demandais, ouais, tu fais comment? Tu peux me montrer juste? Et ça, c'est un trait. C'est un trait du trouble du TDAH. Quand votre enfant ou quand la personne avec qui vous travaillez est très curieuse et s'intéresse à tout, c'est pas qu'il veut faire mieux que vous, hein. C'est pas que je veux faire mieux que tout le monde. C'est que c'est dans mon trouble du développement. C'est là-dedans que ça déconne. Malheureusement, des fois je me rends compte et des fois je me rends pas compte. Là, dernièrement, on m'a dit, ouais, Florian, ton problème, c'est pas qu'on t'aime pas, c'est pas que je t'aime pas, je te respecte, tu sais faire des choses, mais tu ramènes toujours à toi. Et là, je le regarde, je fais, t'as raison. Il est vrai que je me rends pas compte que je ramène toujours la situation à moi. Et que même avec ma propre fille actuellement, je pense que parce que moi je suis un défaut, et je me sens comme quelqu'un de défaillant, bah, je pense que ma fille va devenir un défaillant. Donc ça veut dire que je mets mon problème, mon souci en fait de comportement sur ma fille. Pas de bol, ma fille a été victime de violence de l'ex-conjoint de mon ex-femme, donc de sa mère. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il y a de nouveau un facteur en fait qui rappelle d'où vient le problème. Donc ce fameux trouble du développement. Donc ça veut dire que ma fille revit une situation similaire au papa de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Donc on reproduit de nouveau la même chaîne génétique, facteur, qui est ancré en fait dans nos gènes. Malheureusement, des fois on veut l'éviter. Mais il y a un dicton qui dit on ne peut pas éviter un parcours, une destinée ou quelque chose qui va se faire naturellement. Bon, j'aurais bien aimé que ma fille évite cela, mais ça c'est fait. Donc on ne peut pas changer ce qui s'est produit. La seule chose qu'on peut changer, c'est que moi j'ai pas eu ce suivi quand j'étais plus jeune. On m'a pas proposé de psychologue, j'étais victime quand même de plus de 30 tentatives de meurtre, on a essayé de me mettre à terre, j'ai été roué de coups, je me vidais de mon sang, les gens regardaient et faisaient rien. Ça c'est ancré dans mon corps et dans ma tête. Sauf que ce que j'ai subi à l'âge de 5 à 9 ans, on va dire plutôt 5 ans et demi à mes 9 ans, pendant 3 ans j'étais victime de violence. Qu'est-ce que mon corps retient de ça?
J'ai pris des coups de pied. Je me suis fait uriner dessus. On m'a toujours pris pour un trouillard. On m'a dit que je savais rien faire. On m'a dit que j'étais nul. On m'a dit que j'étais quelqu'un, comment on appelle ça, qui n'est pas ouvert d'esprit et qui veut toujours faire mieux que les autres. Non, non, non. C'est juste que on m'a brisé. Je vais pas vous mentir. Je suis quelqu'un qui a toujours fait des cauchemars. Je suis quelqu'un qui a toujours eu peur de retourner à l'endroit où c'est arrivé. Quand j'y vais, je peux vous donner tous les endroits, tous les lieux, les dates. Je les ai là-dedans. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un traumatiste. J'ai été traumatisé. C'est dommage que dans cette ville, je peux même encore là aujourd'hui, je pensais que j'avais passé le cap, je pensais que j'avais outrepassé en fait ce trauma. Eh ben non. Je me rends bien compte que je peux me rendre dans n'importe quelle ville de France. J'ai pas un contre-coup le lendemain, je me sens bien. Quand je vais dans cette ville-là, le lendemain, je suis cassé. Je suis resté 20 minutes dans cette ville pour un examen médical. Je suis cassé. Mon corps refoule en fait ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on appelle les douleurs psychiques. Et ça, c'est ancré, c'est inné. Une fois que vous l'avez vécu, vous pouvez prendre des traitements, des pilules, vous pouvez prendre un psychiatre, un psychologue. C'est là, c'est là. Il n'y a personne qui pourra vous le retirer. Malheureusement, on n'est pas encore dans le total recall où on peut vous effacer la mémoire et vous dire vous êtes une nouvelle personne. C'est pas encore faisable. Et puis du moins, je me demande s'il faudrait vraiment l'effacer. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et la personne que je suis. Maintenant, on a des outils qui vont se mettre en place petit à petit. Il y a des nouveaux groupes, des associations, atypiques, typiques, hyper c'est super, Andy Move qui est en train de se créer avec Cap Emploi et Pyramide Est. Donc on commence à mettre en place des choses. Le problème, c'est l'entourage. Là, j'évoque un sujet qui est tabou, c'est l'entourage. Quand une personne rentre dans une situation de handicap, l'entourage en fait pense que c'est que psychologique. Que en fait l'arthrose, la discopathie dégénérative, un nerf bousillé, c'est que du psycho. Donc c'est votre tête qui va causer la dégénérescence. Non. Il y a une différence entre un tour du développement, donc, qui est plutôt psychique, TDAH, c'est psychologique, et la différence entre des pathologies annexes liées avec l'activité, liées avec la voie professionnelle. Donc, ce que les gens ont un peu de mal à comprendre, c'est que l'un entraîne l'autre. Quand ça va pas dans la tête, on va aller s'échapper dans quelque chose qu'on aime. C'est ce qu'on crée, une addiction. Une fameuse dopamine, un calmant. Moi, quand je n'allais pas bien, quand j'arrivais pas à dormir la nuit, mes parents ils le savent, je descendais, j'allais dans la grange, j'avais un sac de frappe, un banc abdos, je m'étais fabriqué des haltères avec du béton armé, je prenais des sacs de paille, je mettais des bûches en bois, et qu'est-ce que je faisais la nuit, plutôt que de dormir comme certains enfants, ou certains ados, moi, je faisais du sport. Et là, vous allez me dire, ah, mais tu t'es détruit tout seul. Oui, je vais pas le nier. Aujourd'hui, avant, je le niais, j'étais dans le déni. J'arrivais pas à accepter que ma musculation, que mon sport, mon karaté à outrance, allait me détruire. Ça, dans ma tête, ça n'existait pas. J'étais le mec qu'on a mis couché pendant 3 ans. J'étais le mec qu'on a tabassé pendant 3 ans. Moi, ce que je voulais, c'est devenir un guerrier. Je voulais être debout. Quelqu'un qui a envie de se battre. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai oublié qu'en faisant trop, votre corps, lui, quand vous êtes jeune, vous êtes vif, tout va bien. Et dès que vous approchez de la trentaine, ça commence à déconner. Et puis si vous continuez à porter des charges de plus de 200 kg, 22 tonnes à la journée, à un moment donné, le cerveau, lui, il mémorise qu'on cause avec la capacité mentale et la capacité neuro de le faire. Sauf que le cerveau, il fait quoi? Il envoie l'information, et vos bras, qu'est-ce qu'il reçoit comme information? Vas-y, soulève. Lui, là-dedans, il veut toujours, même encore aujourd'hui, il veut toujours. Il veut combattre, il veut faire des compétitions et il veut faire, il veut. Sauf qu'aujourd'hui, mon corps, il dit, fini, stop. T'as discopathie aux 3 étages et 16 vertèbres de fissurés avec dégénératif. J'ai 6 hernies avec épanchement médulaire, donc qui touchent la moelle épinière. Ouais,
Sauf que lui, il veut que je soulève encore une barre à 140 kg. Lui, il veut que j'aille encore faire des choses. Sauf que quand tu tombes dans les pommes et qu'à un moment donné que la douleur est trop intense et que ton corps il refuse, bah tu fais un malaise et tu tombes dans les vapes. Mais ça, il n'y a pas un beeper sur ta montre qui va dire ah, tu vas tomber. Non, c'est ce qu'on appelle une fatigue de douleur. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc, je fais cette vidéo surtout pour vous faire comprendre que l'un ne va jamais sans l'autre. Aujourd'hui, on est parents. Moi, j'ai 35 ans, j'ai une fille de 7 ans. J'ai envie d'éviter à ma fille, en fait, le parcours désastreux que j'ai eu. Maintenant, on sait très bien que quand on dit à un ado ou à un enfant, non, tu ne dois pas faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire. Personnellement, c'est ça. Va pas mettre la main sur la plaque chauffante, tu vas te brûler. Qu'est-ce qu'un enfant va faire? Ah oui, moi je sais, moi j'ai posé la main dessus. Bête, idiot, peut-être, naïf, non. C'est juste qu'aujourd'hui, tout ce qui est négatif, on le retient. Tout ce qui est positif, on ne vous le mettra pas dans la gueule. Tout ce que vous faites de bien, on vous le dira pas. On va juste vous dire, ça t'as pas bien fait. Là t'as été inconscient. Ah non, t'es pas bon, t'as fait une merde. Ah, t'as eu un avertissement, bam. On retiendra que le négatif. Et ça, le problème, c'est l'être humain. L'être humain est fait pour parler négatif. C'est ce qu'on voit un peu aux médias, à la télé, tout ça. On va rester sur les émeutes, on va rester sur les dégâts, on va rester sur du négatif. Le positif, on le retiendra jamais. Malheureusement, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ma fille, j'ai décidé, elle a été victime de violence, psychologue, CMP. Bam. On n'a pas pu le faire pour moi, je le fais pour ma fille. Moi, j'ai bien compris que de vous à moi, une femme est différente, un homme est différent. Mon TDAH n'est pas celui d'un autre. C'est le mien, il est propre à moi-même. C'est mon trouble, c'est moi, pas quelqu'un d'autre. Par contre, je sais déceler maintenant une personne qui l'est. Pourquoi? Parce que je repère en fait ces symptômes. Et puis vous allez bien comprendre que moi qui suis hyperactif, toujours en train d'être kinesthésique, il y en a, ils sont juste un peu plus gros, un peu en obésité, en surpoids, ils jouent, ils sont tout lents, ils sont tout mous. Et pourtant ils sont hyperactifs. C'est quoi l'hyperactivité neuronale? Il y a l'hyperactivité motrice, donc où on va chercher l'activité physique, et on va vouloir bouger avec ses mains. Et il y a l'hyperactivité cérébrale, où la personne va cogiter toute la journée, toute la nuit, mais qui va rester mou. Alors parce que la personne elle est mou, elle n'est pas hyperactive. Non. Quelqu'un de mou est peut-être hyperactif. A peut-être ce trouble sensoriel réel. Donc vous voyez que on ne peut pas se baser en fait sur des personnes qui vont bouger toute la journée. C'est faux. Une personne qui ne bouge pas beaucoup peut être hyperactive, parce que tout se joue là-dedans. Je vais vous dire une chose, je prends de la Ritaline et du Medicanet, qui sont de l'amphétamine. Vous prenez de l'amphétamine pour une personne qui n'est pas hyperactive. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va l'exciter, ça va la rendre active. Donc du coup, ça va la booster. Moi, c'est l'inverse. Quand je prends la Ritaline et mon Medicanet, qui est de l'amphétamine déjà assez costaud, j'ai un traitement assez costaud quand même. J'ai 2 fois 20 mg le matin, plus une gélule de 20 mg, plus 2 comprimés de 10 de Ritaline. Donc vous faites le calcul. Ça fait 60 plus 20, ça fait 80 mg d'amphétamine par jour. Et pourtant, je suis moins actif en fait depuis que je le prends. Je fais moins d'activité. Je suis passé de 35 heures de sport à quasiment, grosso modo, 12 heures encore. Parce que le corps il demande. Maintenant, je fais du tennis de table, mais vu que je kiffe ça, je fais 3 heures d'entraînement d'affilée. Muscu, avant je faisais tous les jours, 4 heures par jour. Là, je fais 2 petites séances TRX élastiques, grosso modo 1 heure, max. Je me sens plus dans le besoin de faire plus, parce que je prends le traitement. Quand j'oublie de prendre le traitement, je dors pas. Je fais les insomnies, trouble du sommeil, cogitation. C'est là-dedans que ça déconne. Ensuite, il y a les douleurs, tendinopathie, tout ça, qui sont créées parce qu'il y a eu un excès au niveau du sport. Et là, les douleurs, quand ça vous réveille, je vous laisse imaginer une douleur, la cogitation de l'hyperactivité et l'addiction. Tout ça, c'est un pack qui détruit. C'est un cercle vicieux. Donc moi, je prends le traitement. Il y en a, ils veulent pas prendre le traitement, parce que ce qui est bien, c'est qu'on a le choix. On choisit si on veut faire avec des médicaments, et on peut choisir sans médicaments.
Personnellement, j'ai plus envie d'arrêter le traitement. Juste 2 jours sans traitement, moi-même, je me supporte pas. C'est pour vous dire à quel point on sent les bénéfices en fait. On sent le bien-être. Donc, pourquoi aujourd'hui je devrais arrêter mon traitement ou le diminuer quand je le diminue, je deviens le gars que j'étais avant et j'ai pas envie de devenir ce que j'étais en arrière. Je dis pas qu'aujourd'hui j'ai réglé tout le problème parce qu'il y a des moments où je suis de nouveau dans l'hyperactivité. Le problème c'est que le corps absorbe le traitement. Donc il y a ce fameux problème de addiction au traitement où on devient addict en fait à quelque chose. Heureusement, moi je monte très peu en fait la dose. Et il m'arrive que des fois j'oublie de la prendre parce que je me dis j'ai pas envie d'être addict à ceci. Donc il y a des moments où je sais que si je sors pas, que je peux contrôler mon comportement, bah, je prends pas mon traitement. Voilà, c'est pour apprendre à mon cerveau de se dire ouais oh, le placebo là, le médicament qui t'aide bien, il faut pas trop en abuser non plus. Maintenant, je sais très bien que quand je le prends pas, je suis le mec casse-couille. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je suis bien content de l'avoir ce traitement. J'aurais aimé en fait l'avoir ado. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est pris très tôt, on peut mettre le traitement en place et arriver en fait vers l'âge adulte, l'enfant ou l'ado, en fait n'a plus besoin de prendre le traitement médicamenteux. Pourquoi? Parce que il est comment dire sevré et il a travaillé sur son neurodéveloppement. Quand vous êtes jeune, vous pouvez en fait encore rectifier le tir. Alors vous n'allez pas le supprimer à 100%, mais vous allez pouvoir apprendre à contrôler votre comportement et apprendre à vivre avec. Quand on est adulte, il y a déjà 30 années que se sont passées, c'est un peu foutu. Je ne dis pas que c'est impossible. Demain, il y aura peut-être d'autres traitements, d'autres thérapies, il y aura peut-être d'autres évolutions sur ce côté-là, mais on va peut-être évoluer. Enfin, c'est ce que je souhaite en 2025. Bientôt 2026, que 2025 est déjà à la moitié. Mais c'est ce que je souhaite. Donc moi, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, c'est ce que je souhaite. C'est qu'on trouve un moyen déjà d'aider ces jeunes, enfin c'est pour l'avenir, et qu'on essaie de plus nous intégrer, nous les adultes, dans ce trouble. Et qu'on arrête de nous mettre dans un cliché où ouais, bon, vous cherchez que des excuses, vous cachez derrière une patauge. C'est faux. Franchement, si on pouvait éviter de se cacher derrière quelque chose, ce serait génial. Mais ça, c'est le phénomène de société, c'est parce qu'on est souvent dans le déni. Et l'être humain est dans le déni. Il ne peut pas accepter que la personne soit différente. Pour vous, une personne en situation de handicap, un handicapé, c'est une chaise roulante. Voilà. Ou un membre enlevé. Donc ce qu'on appelle une apparence physique, visuelle. Sauf que le TDAH devient un handicap, donc psychique, qui peut révéler des handicaps moteurs et anatomiques, mais qui ne vont pas se voir visuellement. Donc du coup, nous, on se trouve dans la classe où on a une situation de handicap, on est reconnu invalide, on est reconnu sur certaines choses, et on va nous dire, ouais, t'es vachement handicapé. Tu sais faire ça, t'es vachement handicapé. Mais vu qu'on n'est pas dans la peau de la personne et qu'on ne sait pas la douleur qu'elle a à l'intérieur, on juge, préjugé. Voilà, on est différent. Alors vous allez me dire, ouais, mais pour tes douleurs, il y a plein de choses. Comme je l'ai dit, je ne peux pas prendre tout ce qui est corticoïdes et opinoïdes. J'ai une maladie qui fait que je ne peux pas les prendre. Je suis intolérant. Je le prends, je suis à malaise, je peux claquer. Je suis sur anticoagulant. Donc, tout ce qui est tendinopathie chronique, donc tendinite chronique, hein, je ne vais pas tergiverser, c'est une inflammation du tendon liée à un excès ou à un geste brutal. Quand on a tiré trop sur l'élastique, il faut qu'il revienne. Sauf qu'il y a certains tendons, quand vous avez trop tiré dessus, le temps qu'ils reviennent, ça crée une tendinite, une inflammation. Donc, il faut des anti-inflammatoires. Or, quand vous êtes sur anticoagulant, vous n'avez pas le droit de prendre d'anti-inflammatoire. J'ai même pas le droit de prendre une crème anti-inflammatoire. Aujourd'hui, tout ce qui est homéopathie n'est pas remboursé. Vous payez votre poche. Donc, pas de bol, vous êtes dans un cas difficile. Ensuite, il y a les allergies alimentaires qui viennent se développer entre temps. Parce que quand quelque chose commence à déconner au niveau digestif, forcément, ça déconne ailleurs. Donc, je me retrouve avec 3 pathologies, donc 3 choses différentes. Une maladie sanguine qui m'empêche de prendre un traitement, une maladie colompathique qui m'empêche de reprendre un autre traitement, et une maladie neuropathique qui m'empêche de prendre un autre traitement parce que les 3 ensemble ne peuvent pas se soigner. Voilà. Et vu qu'aujourd'hui on est en 2025 et qu'on ne peut pas faire du cas par cas, et qu'on ne veut pas prendre de risques,
bah il n'y a rien. Donc en gros, je finis avec un seul traitement qui s'appelle un traitement pour le TDAH, un anticoagulant et un TENS, des électrodes de temps en temps pour essayer d'atténuer la douleur. Autrement, la seule médicamentation que j'ai le droit, c'est le sport, pour créer un anti-inflammatoire naturel et une dopamine. Et une endorphine. Parce que franchement, si on pouvait avoir de l'endorphine en petits comprimés, feu, je suis le premier. Hein. Même une perf. Je me mets la perf, je dors avec. Je me mets une perf toute la journée, je me mets une perf. Mais bon, c'est comme ça. La vie fait qu'on est comme on est, et soit on est battant, soit on abandonne. Moi, j'ai pas envie d'abandonner. Voilà. Donc, je suis debout. J'ai une canne dans la voiture, j'ai des chaussures sur mesure, qui coûtent un plomb pour la sécu, mais bon. Au début, c'était des semelles orthopédiques, vous avez droit à une semelle par an, et puis c'est 115 € et elle va durer 3 mois, en sachant que cette semelle-là ne va pas dans toutes les chaussures. Donc je peux vous dire que quand vous achetez 2 paires de chaussures à 150 boules, et que votre paire de semelles orthopédiques rentre que dans une seule paire, l'autre vous l'avez acheté pour rien. Donc c'est de l'argent foutu en l'air. Et qu'au bout de 3 mois, bah, les semelles elles sont complètement foutues, bah, on vous dit que vous devez payer plein pot parce que bah, la sécu c'est une fois par an. Donc à un moment donné, là aussi, je m'interroge sur le système. J'ai rencontré une personne qui m'a dit tu peux faire des chaussures sur mesure, tu vas voir une rhumatologue, tu expliques en quoi, bah voilà, t'as un pied creux, t'as le nerf qui est comprimé, voilà, une maladie, un syndrome. Elle fait cette ordonnance et t'es pris à 100%. Ouais, mais pendant 3 ans, on m'a rien dit. Donc pendant 3 ans, en fait, j'ai continué à marcher mal, alors que depuis que j'ai les chaussures, je suis en train de récupérer la plante de mon pied qui commence à se refaire. Le nerf s'est désengagé. Bon, j'ai toujours l'inflammation parce qu'il faut savoir qu'un nerf, quand il a été comprimé ou pincé, même s'il se régénère tous les jours, l'information, une fois qu'elle est renée, que le nerf il est pincé, il la garde. Ça, c'est lui, il garde. L'information, une fois qu'elle est gardée, elle est gardée. C'est une mémoire, c'est comme ça. C'est comme la mémoire musculaire. Les nerfs, c'est pareil. Un nerf, ça se refait. Mais une fois qu'il reste qu'il est pincé et que pendant 5 ans, il a été blessé, là, j'ai une perte de 75% du nerf du dentelé qui innerve d'en haut jusqu'en bas. Donc des fois je sens pas trop ma jambe, des fois le bras il reste comme ça. J'ai la main qui devient bleue, des fois j'ai des différences de couleur au niveau des mains. Bah ça le problème c'est que même si ça se régénère, bah une fois qu'il y a eu une liaison, bah ça reste. Et ça les gens ne le comprennent pas. Parce que on va avoir des tutos sur internet qui disent ouais non le nerf se refait. Oui bah si se referait, un tétraplégique il marcherait au bout d'un an. Non, il va d'abord chercher un traitement, une solution, un implant, une opération très lourde, très chère, très coûteuse. Et encore, c'est même pas sûr que la personne va pouvoir marcher normalement. Donc, il faut arrêter ces petits préjugés. Il va falloir qu'on apprenne à vivre tous ensemble et qu'on accepte l'autre. Voilà. Donc, sur le TDAH, je vous ai fait une grande version. Je vous ai expliqué qu'il y a des symptômes. On peut le remarquer chez des enfants maintenant aujourd'hui. Et ceux qui sont atteints vont sensiblement être attirés par la même personne. Sauf que 2 TDAH ne peuvent pas vivre ensemble. Principe de l'aimant. 2 aimants qui s'attirent peuvent être 2 aimants qui s'opposent. Donc 2 personnes qui se ressemblent ne peuvent pas vivre forcément ensemble. Donc ça aussi, dans les ruptures, le TDAH joue. Souvent, la personne qui atteint d'un TDAH très prononcé se retrouve avec un schéma de rupture et plusieurs liaisons ou plusieurs conquêtes. Rien à voir avec de l'instabilité. C'est le comportement. Voilà. Donc, cherchez bien sur YouTube. Il y a des personnes qui expliquent encore mieux que moi ce que c'est le TDAH. Sauf que moi, maintenant, je suis suivi pour ça. J'apprends à chaque fois avec une neuropsy, avec un psychiatre. J'essaie de comprendre qui je suis. Et pour m'accepter moi-même, il faut déjà que je sache qui je suis. Et pour que les autres puissent m'accepter, bah, il faudrait déjà que je me comprenne moi-même. Et c'est un travail qu'on fait soi-même. C'est très dur pour les autres parce qu'ils ne le voient pas. Ils ne sont pas à l'intérieur de vous. Moi, j'essaie de me comprendre et encore, j'ai du mal. Donc, j'ai pas fini de travailler là-dessus. Et surtout, je veux être quelqu'un de présent pour ma fille. Ce qui n'a pas fonctionné pour moi peut peut-être fonctionner pour elle. Et ce qui fonctionnera pour elle peut-être fonctionnera pour quelqu'un d'autre. Donc à tous les parents, à tous ceux qui sont dans le doute, il y a des tests. N'hésitez pas à en faire. Si c'est positif, vous aurez une réponse. Ça vous engage à rien. Vous n'êtes pas obligé de prendre des médicaments, comme je l'ai dit précédemment. Mais au moins vous pouvez avoir une réponse. Je pense que tant qu'on est dans le doute et qu'on ne sait pas ce qu'on a,
on cherche et on crée en fait de l'anxiété, on crée des problèmes parce qu'on se détruit, parce qu'on cherche, on ne comprend pas. Quand on commence à avoir des réponses, ben, au final la donne elle change, on évolue et vous verrez que le problème on va le diminuer, on se soigne et on évite de créer d'autres cercles vicieux. Donc tant qu'on n'a pas de mots sur des mots, on est dans le flou et on continuera à se chercher. Et malheureusement, bah, tout seul, on n'y arrive pas. Donc il faut se faire aider. Ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis. Mais bon, c'est la société qui veut que on se débrouille tout seul. Voilà. Et tout ce qui concerne CPAM, MDPH, la documentation, l'administration, zéro. C'est à vous d'aller chercher. C'est à vous de trouver comment faire. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, mais souvent ces personnes-là n'ont pas l'information. C'est Google qui vous donne l'information. Donc pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai fonctionné. C'est grâce à Google que j'ai pu trouver des spécialistes. J'ai fait la demande. Je suis allé voir le spécialiste. Donc, des fois, il faut faire les choses soi-même. C'est dommage. Parce qu'on se demande pourquoi le système il est là. Voilà, sur ce, je vous laisse avec 41 minutes de vidéo. Ceux qui ont envie de la regarder, ils la regardent. Ceux qui n'ont pas envie, tant pis. Hein. Moi, je vous parle juste d'une expérience. En plus, vous allez apprendre un peu plus de ma personnalité. Et vous allez voir que je suis pas si mauvais que ça et que dans le fond, je suis quelqu'un comme tout le monde. Juste avec petite parenthèse, je suis atypique. Et je suis moi. Voilà. Ciao.